Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente à 9 ans, elle passe 11 mois dans le coma après une agression. Une enquête d'Axel Vigneux. Les deux sœurs sont assises côte à côte, chacune dans leur fauteuil, absorbées par les aventures de Blanche-Neige. Le célèbre film de Walt Disney approche de son dénouement. C'est le moment où la princesse est poursuivie dans la forêt par la sorcière. Musique sombre, visage hideux de la méchante. Les images auraient de quoi effrayer Ylva, qui vient tout juste d'avoir 4 ans. Pourtant, c'est Luna, 10 ans, qui se met soudain à hurler. Devinant tout de suite ce qui la met dans cet état, ses parents interrompent le film en catastrophe. La fillette vient de revivre le cauchemar qu'elle a vécu 1 an auparavant, en juillet 2022. Comme Blanche-Neige, elle courait dans une forêt pour échapper à un monstre. À la seule différence près, c'est que ce monstre était bel et bien réel. Avant le drame, Luna était une jolie petite Suédoise aux longs cheveux blonds, passionnée de musique et de danse. Comme beaucoup de ses copines, elle rêvait de devenir youtubeuse. En attendant la gloire, elle grandissait dans la joie et l'insouciance avec sa petite sœur et ses parents au cœur d'une jolie petite ville située au nord de la Suède. En ce début d'été, la fillette passe l'essentiel de ses journées au centre de loisirs, situé à moins de 700 mètres de chez elle. Comme chaque jour, le 7 juillet 2022 à 15h20, elle quitte le centre à vélo et prend le chemin de la maison. Le temps est radieux. En s'engageant sur la piste cyclable qui traverse la forêt de la colline de Moreau, la fillette pédale énergiquement. Aujourd'hui, elle est particulièrement heureuse, parce que demain, toute la famille part pour les grandes vacances d'été. Aux alentours de 16h, des promeneurs sont abordés par un garçon à la lisière de la forêt. L'ado est un jeune métis à la carrure déjà imposante pour son âge. Il interpelle tous ceux qu'il croise avec la même supplique. « Madame, venez voir. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide dans la forêt. Venez, c'est important. » Passant à cet instant sur la route, Linda Westerlind et sa fille de 9 ans s'arrêtent intrigués et l'accompagnent. Nerveux, agité, l'adolescent les entraîne jusqu'à un terrain broussailleux, invisible depuis le chemin principal. Ah, mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, madame, je l'ai trouvé comme ça. Ida, reste pas là, retourne sur la route, vite! Et toi, là, reste avec moi, bouge pas! Ce que la mère et la fille découvrent alors la laisse figée d'effroi. Une petite fille toute menue est étendue là, au pied d'un arbre, entièrement dénudée, une cordelette serrée autour de son cou. La peau violacée de son visage tranche avec la pâleur de son corps. De faibles râles, quasi inaudibles, s'échappent de la bouche de la petite fille. Elle est vivante. Linda se presse d'enlever la cordelette qui lui enserre le cou, saisit son téléphone et appelle les urgences. Une petite fille s'est fait agresser. Quelqu'un a tenté de l'étrangler, mais elle est vivante. Faites vite, je vous en supplie. Ne bougez pas, madame. On arrive et on prévient la police. Les secouristes arrivent rapidement sur les lieux, accompagnés par 2 policiers qui étaient en patrouille à proximité. Pendant qu'on emmène la fillette à l'hôpital, un des policiers reste sur place pour geler la scène de crime et interroger les 3 témoins principaux, Linda, sa fille et l'adolescent qui a donné l'alerte. Aylen, 15 ans, explique être entré dans le sous-bois pour soulager sa vessie. Il a entendu des cris, s'est approché et il aurait découvert l'enfant comme ça. On connaît la suite. Au même moment, Emily, la maman de Luna, commence à s'inquiéter du retard de sa fille. Elle appelle le centre de loisirs qui lui confirme que Luna est bien partie à 15h20. Elle appelle ensuite les parents de ses copines, chez qui elle aurait pu s'arrêter jouer, mais personne ne l'a vue. Désormais très angoissée, Emily enfourche son vélo et refait le chemin qu'aurait dû emprunter sa fille en sens inverse. En entrant dans la forêt, elle aperçoit des gyrophares. Plusieurs véhicules forment un barrage, empêchant quiconque d'aller plus loin. La mère de famille se précipite et interroge les policiers. On lui répond qu'une petite fille non identifiée vient d'être emmenée à l'hôpital, mais les agents refusent d'en dire plus. Un poinçon glacial transperce le cœur d'Emily, qui a déjà compris. Mais c'est seulement aux urgences qu'elle mesure la gravité de la situation. Rejointe par son mari, elle est conduite au chevet d'une enfant intubée, contusionnée, le visage déformé par les coups. Cette gamine méconnaissable, c'est bien Luna,
plongés dans un coma artificiel. Les médecins leur annoncent 2 nouvelles. Bonjour madame, je tenais à vous dire que les jours de Luna ne sont plus en danger. Ah, mon Dieu, merci docteur, merci. Cependant, les blessures qu'elle a subies sont graves, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Son cerveau a été privé d'oxygène pendant un certain temps, ce qui a entraîné des dommages irréversibles. Lorsqu'elle se réveillera, elle souffrira de séquelles dont il est difficile de prévoir l'étendue. Pour les parents sous le choc, les épreuves ne s'arrêtent pas là. C'est maintenant que l'enquête commence. Le scénario de l'agression, leur explique-t-on, ne fait guère de doute. Luna a été frappée à coups de poing, violée et étranglée par son propre lacet de chaussure. Mais le monstre qui lui a fait ça n'a pas été identifié. Il est toujours dans la nature, peut-être prêt à recommencer. À Skellefteå, ville paisible où les statistiques criminelles flirtent avec le néant, la nouvelle de cette terrible agression provoque une onde de choc. En cette période estivale, où tous les enfants jouent dehors, parfois jusqu'au tard le soir, ce ne sont pas les proies qui manquent pour un prédateur. Le 7 juillet au soir, un parfum de psychose flotte dans les rues inhabituellement désertes. Le lendemain, les policiers chargés de l'affaire multiplient les interrogatoires. Linda et sa fille sont à nouveau entendus, de même que le jeune Aylen. Tous 3 répètent ce qu'ils ont déjà dit la veille. Le personnel du centre de loisirs est également sollicité. Un appel à témoins est diffusé et l'enquête s'annonce complexe. Mais elle ne va durer que 24 heures. Le soir du 8 juillet, un père de famille appelle le commissariat. Son fils vient de tout lui avouer. L'adolescent est placé en garde à vue. Il s'agit d'Aylen, l'ado qui a donné l'alerte le jour du drame. Interrogé pour la 3e fois, le jeune homme s'effondre. Il reconnaît l'agression, le viol et avoir monté tout ce petit numéro pour se faire passer pour un simple témoin. En revanche, il peine à expliquer les raisons de son passage à l'acte. L'examen de son dossier va le faire en partie pour lui. Arrivé d'Éthiopie à l'âge de 11 ans, Aylen n'est pas tout à fait un adolescent comme les autres. 1 an à peine après son installation en Suède, il se signale par son comportement déplacé envers plusieurs filles de son collège. Attouchements, mains baladeuses, insultes. Le jeune garçon affiche un comportement déviant, voire pervers. Et avec son gabarit, il fait régner la terreur dans la cour de récré. 1 an avant ce drame, le jeune garçon avait déjà été impliqué dans un incident ne laissant aucun doute sur son profil de prédateur dangereux. En juin 2021, une femme est agressée dans un passage souterrain. La victime décrit l'attaque comme un match de catch. Un jeune garçon lui a littéralement sauté dessus. Elle a eu toutes les peines à le repousser. Il cherchait à l'évidence à satisfaire une pulsion sexuelle. On présente des photos à la jeune femme qui reconnaît formellement Aylen. Malgré les gravités des faits, l'ado est laissé libre dans l'attente d'une éventuelle convocation devant le juge. 13 mois vont ensuite s'écouler sans aucune mesure spécifique, jusqu'à l'agression de Luna. La fillette reviendra finalement à elle après 11 jours de coma. Mais depuis, comme l'avaient prédit les médecins, c'est une enfant bien différente. Celle qui ne vivait que pour la danse et le chant ne peut plus ni parler, ni marcher. Clouée dans son fauteuil roulant, elle souffre d'épilepsie et se retrouve régulièrement en proie à de terribles crises d'angoisse. Le simple visionnage d'un dessin animé comme Blanche-Neige peut suffire à réveiller le traumatisme de son agression. Quant à Aylen, il est aujourd'hui interné dans une unité de soins psychiatriques. C'est au tribunal qu'il appartient maintenant de décider si un jour il sera apte à recouvrer la liberté. Les Suédois ne sont pas pressés de le revoir traîner dans les rues. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.